Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est pour moi un grand plaisir parce que je sais que vous êtes très nombreux à suivre votre magazine Entretien de ce soir qui revient sur des questions d'actualité dans notre pays, la RDC, et qui reçoit pour vous Régis Kaswama. Régis Kaswama, il est cadre du Mouvement de Libération du Congo, le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est avec lui que nous allons ce soir parler de 3 points majeurs, essentiels, qui touchent à la vie de la nation congolaise. Je crois que vous avez suivi l'appel à la mobilisation de jeunes de mouvements citoyens, notamment la Lucha, Lutte pour le changement, et d'autres également qui vont s'adjoindre, de Filimi et les autres. Ils ont appelé à une manifestation ce 15 novembre 2017. Nous saurons également, est-ce qu'au niveau du MLC, quelle est la position de ce parti, qui est également membre du Front pour le respect de la Constitution. Et bien évidemment, nous parlons également de la problématique de la tenue des élections, avec notamment la publication des calendriers, qui fait débat, avec notamment des réactions diverses à ces niveaux. Est-ce qu'il y a possibilité de réaménager le calendrier pour que les élections se tiennent dans un délai raisonnable, comme le disait dans un communiqué le Mouvement de Libération du Congo, les Francs pour le respect de la Constitution. Et également, nous parlerons dans cette émission de toutes les situations politiques liées par exemple aux droits de l'homme, au cas de violation des droits de l'homme, et pourquoi pas également de la situation socio-économique des Congolais. Bien évidemment, on parle des élections, mais les Congolais souffrent dans leur chair et dans leur peau également. Nous allons essayer de voir un peu quelle est la vie du MLC, comment est finalement sorti du gouffre, comme le dit le disent beaucoup d'analystes politiques. Régis Kaswama, bonsoir. Bonsoir. Merci une fois de plus de répondre à notre invitation d'entretien et surtout de débattre d'actualités politiques sur Canal Congo Télévision. Merci à vous plutôt de nous aider dans la conscientisation du peuple congolais. C'est très bien dit. D'abord, demain c'est le 15 novembre 2017, un appel à la mobilisation de jeunes de mouvements citoyens, Lucha, Filimbi et les autres, compte à rebours également. Est-ce que, d'ailleurs tout le monde attend la position des partis politiques, le ténor des partis politiques d'opposition à ces sujets. Quelle est votre position à quelques heures de cet appel à la mobilisation du peuple? Écoutez, à ce stade-là, nous sommes en train d'encourager, personnellement j'encourage l'initiative qui part des jeunes Congolais. Parce que là, je ne réfléchis pas en tant que parti politique ou en tant que mouvement citoyen, en tant que Congolais. Nous avons tous besoin de libérer le processus électoral par des actions pacifiques de terrain. Cette revendication qui est prévue pour demain a un caractère purement pacifique et elle est initiée par des jeunes Congolais. Donc, je soutiens cette initiative et croyez-moi, de mon côté, je serai avec eux. Nous serons dans les rangs pour, de manière pacifique, je précise et j'insiste sur le caractère pacifique de la démarche de demain, pour libérer le processus électoral. Nous voulons avoir les élections. La jeunesse s'exprime. Vous êtes sans ignorer que la jeunesse congolaise aujourd'hui représente la plus grande catégorie de la population congolaise. Donc quand la jeunesse exprime ce mal-être, quand la jeunesse exprime ce besoin, nous devons le suivre et nous souhaitons vraiment, nous demandons au pouvoir, au gouvernement et à l'exécutif national d'écouter cet appel de la jeunesse, que tous les participants aux élections, notamment les partis politiques, qui soient de l'opposition, de la majorité, de la société civile, la CENI, même les partenaires multinationaux, seront demain à l'écoute de cette manifestation. Et j'espère qu'il n'y aura pas demain de la brutalité policière comme nous l'avons vu lors des marches précédentes. Mais vraiment, j'en appelle aux jeunes Congolais, tous ceux qui nous suivent, de s'approprier ce processus, de s'approprier de cette démarche et demain de sortir pour aller manifester de manière pacifique, je rappelle encore, pour libérer le Congo, pour libérer le processus électoral. Vous l'avez si bien dit, tout à l'heure vous le relevez, que les problèmes, c'est qu'en face, on a toujours un pouvoir répressif, avec notamment des arrestations, même des brutalités policières, on a toujours vécu. C'est la crainte à ce niveau-là, bien que ça s'annonce généralement de manifestations pacifiques, comme vous le dites, c'est mieux, mais que finalement, on fait face à un usage disproportionné d'ailleurs de force.
On verra certainement un déploiement impressionnant des éléments de la police. On verra un déploiement impressionnant des forces armées sur les grandes artères. C'est la crainte à ces niveaux-là. Vous savez, la présence de la police n'est pas vraiment un problème. Tant qu'elle est là pour encadrer la marche, tant qu'elle est là pour accompagner la marche de manière à ce que ça vienne du point de départ et vers le point de chute, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des débordements dans les rangs de la police et qu'il y a de la brutalité policière, ça sera malheureux. Mais ils ont un bénéfice du doute, et surtout maintenant que le gouvernement congolais siège aux Nations Unies en matière de droits de l'homme, j'espère vraiment qu'ils se garderont dans leur ligne de respecter les droits de l'homme, et c'est un droit qui est purement constitutionnel de manifester, et demain la jeunesse congolaise prendra la rue pour exprimer son besoin, exprimer son mal-être et libérer le processus électoral. Donc nous sommes de cœur avec eux et nous serons avec eux. Comment vous interprétez d'abord cette mobilisation de jeunes, cet engagement des jeunes congolais, notamment à travers ces mouvements citoyens, qu'on le voit un peu partout? C'est un peu particulier, on n'a jamais vu de l'histoire de notre pays, la RDC. C'est vrai que l'histoire récente nationale au niveau du Burkina Faso, même au Togo, même en Tunisie bien avant, un peu également en Égypte. Mais c'est un peu particulier, notamment dans le cas de l'Afrique, mais particulièrement de la RDC. Comment vous interprétez un peu cet engagement de jeunes Congolais? Il y en a marre, comme on dit, et finalement il faut un peu mettre de côté la classe politique qui hier a échoué, que finalement aujourd'hui le jeune dit écoutez, nous devons quand même relever les choses, et qu'on ne puisse pas toujours tomber trop bas comme l'ont fait nos aînés. Vous savez, monsieur Koyapa, la jeunesse a le devoir de participer à la construction de son pays. Et pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est vrai que c'est une première qu'on arrive à ce stade-là où les jeunes se prennent en charge à ce point, mais c'est un souhait que j'avais il y a quelques années. Aujourd'hui, petit à petit, je me sens reconforté, parce que moi aussi, je suis jeune. Je me bats dans les rangs d'un parti politique, qu'il y ait des jeunes aujourd'hui dans la société civile qui se battent pour le bien-être du pays, parce que qu'on ne se trompe pas, ce combat-là, c'est juste pour qu'il y ait les élections. Et celui qui prendra le pouvoir demain, s'il marche à l'encontre de la démocratie, à l'encontre de la Constitution, sera face à cette même jeunesse. Donc aujourd'hui, je vois cela d'un bon œil, j'en suis fier, et surtout que j'en fais aussi partie. Et j'espère que c'est une grande marche qui va rester comme une habitude ancrée dans le mental du Congolais, et que à chaque instant, à chaque minute ou seconde de la vie de la République démocratique du Congo, la jeunesse sera là pour donner cette impulsion qui va nous ramener vers ce but ultime qui est de développer le Congo. Vous pensez que c'est une leçon que le jeune administre aux aînés, aux hommes politiques principalement? Vous savez, si ce n'est pas un défi par exemple. Vous savez, ceux qu'on traite aujourd'hui de vieux dans la politique congolaise ont aussi été jeunes. Oui. Ok? Donc, qu'il y ait des jeunes qui viennent en politique, ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui a déjà existé. Mais cette jeunesse qui vient aujourd'hui vient avec un nouveau vent, avec une certaine détermination de braver même les armes, de braver même les prisons. Ils sont déterminés pour arriver à leur but. Ils sont emprisonnés un peu partout, mais finalement... au lieu que ces mouvements ralentissent, chaque jour qui passe, ils sont un peu plus forts. Donc j'ai même vu des jeunes demoiselles, des jeunes demoiselles, il y a même des étudiants qui ont perdu des séances de cours, qui ont raté même des sessions parce qu'ils étaient aux arrêts. Je vous dis, c'est monumental. Et c'est un mouvement qui m'impressionne, que j'encourage. Okay? Et que la classe politique actuelle, que nous appelons entre guillemets les vieux, que ceux qui sont déjà installés ne voient pas cela comme un danger, qui ne voient pas cela comme un défi, qui voient plutôt cela comme une remise en conscience. C'est un accompagnement qui leur est fait. S'ils ne saisissent pas cette opportunité-là, ce vent va les emporter. Ça sera vous savez, face à une tempête, un fruit mûr ou pas mûr, il tombe. C'est bien dit, mais le problème c'est que c'est l'insensibilité même du gouvernement congolais. C'est ce niveau-là en fait. Lorsque ces jeunes gens, bien avant, on les présentait comme étant de jeunes qui voulaient mener des mouvements insurrectionnels, parce que, entre nous soit dit,
Ces jeunes ne réclament que des bonnes écoles, des bonnes routes, de bien manger, de l'électricité par exemple, de l'eau potable par exemple. Ce sont des choses que tout le monde peut, en tout cas en termes de vision de la vie, d'ailleurs admirer. Mais contrairement à cela, on voit plutôt que le gouvernement actuel ou les pouvoirs en place présentement est un peu insensible et les traite comme étant des criminels de foi. Vous savez, Monsieur Koyapa, nous avons tantôt dit que c'était une nouveauté au Congo. Oui. Donc même le gouvernement ne savait pas comment réagir face à cette jeunesse. Okay? C'était une première. Alors, il y a eu un certain tâtonnement dans la communication face à la qualification de cette jeunesse. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde s'est ressaisi. Ce n'est pas des voyous. Ce sont des jeunes. Kabila même, il avait reçu à Goma, il a dit exactement. Ce n'est pas des voyous. Voilà. Ce sont des jeunes étudiants, des jeunes cadres, des gens qui ont étudié, des gens qui travaillent, mais qui ont ce souci-là et qui font des sacrifices. Qui sacrifient leur jeunesse, qui se privent de certains plaisirs pour se battre pour l'intérêt général. Des fois, ils mettent même leur vie en danger. Exactement. Ce n'est pas pour l'intérêt privé d'une personne ou d'un clan ou d'une famille. C'est pour l'intérêt général. Voilà là où cette démarche est louable. Voilà là où nous devons l'accompagner. Je pense même que moi, aujourd'hui, je serai membre de l'exécutif. J'accompagnerai ces jeunes parce qu'avec eux, avec cette arme, nous pouvons faire des grandes choses. Mais déjà, on les accuse de fois de manipulation, d'être à la solde des puissances étrangères, occidentales, qui veulent déstabiliser le pays et ils utilisent ce jeune à travers le financement. Ça, c'est la majorité qui le dit. Hein. Vous savez, face au danger qui jadis était du pouvoir exécutif, ces jeunes ont trouvé un certain accompagnement, surtout en matière de droits de l'homme, auprès des chancelleries étrangères qui sont ici. Okay? Alors, cette relation-là, je n'ai pas une information totale dessus, mais je sais qu'il y a eu à un moment une certaine relation entre ces jeunes et les chancelleries étrangères basées ici à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Mais je vous dis et je vous confirme que cet intérêt est noble. Ces jeunes-là ne sont pas manipulés. Sinon, vous savez avec moi qu'il y a même des jeunes qui, hier, manifestaient pour ces droits. Comme le font aujourd'hui la Lucha, Filimbi ou Contarebourg, qui aujourd'hui sont à la solde de l'exécutif et sont même financés par le gouvernement. Okay? Ils ont même vécu le dédoublement. Hein. On a vu le ministre à l'époque, l'ancien ministre de la Santé, Kabange Numbi, Koko Nyangi, dédoubler les Filimbi, ça encore, c'est une spécialité congolaise. Voilà. Ça encore, c'est une spécialité congolaise. Face à un problème, au lieu de trouver une solution, on trouve des stratagèmes pour éviter le problème. Une diversion en fait. Laissez-moi vous dire aujourd'hui quel est le problème de la jeunesse. Oui. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'un encadrement. Ce que nous avons connu dernièrement avec les Koluna, dites-moi c'est quoi? C'est un manque d'emploi. C'est une insuffisance d'éducation. Okay? Ces jeunes-là qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. On a aujourd'hui des jeunes qui ont fait des études, qui ont bac plus 5 et même bac plus 7 ou 8, qui ont des difficultés pour avoir un emploi. Quelle est la politique aujourd'hui qui est mise en place pour l'accompagnement de la jeunesse afin de conquérir un premier emploi? Quels sont aujourd'hui les stages qui sont faits de formation pour les jeunes pour être préparés au monde de l'emploi? Aujourd'hui, le plus grand financement de l'INPP, l'Institut de préparation professionnelle, vient des étrangers. C'est les Japonais qui financent l'INPP et maintenant avec les Français aussi. Qu'est-ce qui est fait en termes d'emploi pour la jeunesse? Qu'est-ce qui est fait pour eux? Aujourd'hui, pour l'entrepreneuriat des nationaux, avec le Premier ministre Matata, il y a eu une certaine démarche qui a été faite pour la facilitation de la création d'entreprises. Ouais, il y a eu une certaine avancée à ce niveau-là parce que tous les services ont été mis ensemble et la création d'entreprises ne prend plus des mois comme c'était le cas avant, mais il n'y a toujours pas de politique d'accompagnement de jeunes qui veulent créer des entreprises ou des start-up comme on le dit aujourd'hui. Nous avons des jeunes qui ont des idées, nous avons des jeunes qui ont des potentiels, mais qui n'ont pas les moyens. Dans d'autres cieux, il y a des programmes d'accompagnement des gens comme ça. Avec cette idée-là, on lui met des moyens, on lui donne ne fût-ce qu'un cadre de travail, un bureau avec une table, avec une connexion Internet où il peut produire et faire des grandes choses, faire des merveilles. Ça n'existe pas chez nous. Aujourd'hui, la population, quand vous quittez Kinshasa, les populations en province,
vivent en majorité de l'agriculture. Qu'est-ce qui est fait en matière d'agriculture aujourd'hui dans ce pays? Les plus grands financements de l'agriculture aujourd'hui, c'est encore les étrangers, c'est la Banque mondiale, c'est la BAD. Et qui ont leur priorité en fait. Exactement. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement dans cette matière-là? Nous avons entendu des chansons, des slogans avec Bokanga Lonzo, qui aujourd'hui reste un éléphant blanc. Aujourd'hui, c'est un éléphant blanc. Plus de 150 millions de dollars. Alors qu'il y a réellement un besoin d'investissement et d'encadrement dans le secteur de l'agriculture. Parce qu'avec cela, ne fût-ce que cela, nous pouvons déjà nourrir nos populations en local et ici à Kinshasa et viser même de conquérir le marché international, même ne fût-ce que par l'agriculture. Le cacao a fait vivre la Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. En Amérique du Sud, il y a plusieurs pays qui vivent de l'Indonésie, l'huile de palme. D'autres vivent du riz, de l'huile de palme. Toutes ces cultures, nous les avons ici. Nous avons une terre où tout pousse. Que faisons-nous dans l'agriculture? C'est bien dit, c'est un tableau un peu qui donne un peu de la chair de poule, bien sûr. Mais comment comprendre ou interpréter ou expliquer la peur du pouvoir en place, de pouvoir affronter ces problèmes que posent ces jeunes? Je ne sais pas. C'est quoi? Dois-je parler de peur ou d'incapacité? Je ne sais pas. Là, ça reste une question. Voilà. OK? Mais c'est insensé. Parce que nous sommes là, nous, aujourd'hui, la population congolaise, on nous dit que la majorité a voté pour le programme de gouvernement actuel. C'est quoi encore? C'est les 5 chantiers, je crois. On a parlé des 5 chantiers. Aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité. Ah oui, voilà. OK. De la révolution de la modernité. Cette révolution de la modernité devait être déployée pour toucher toutes les couches sociales. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Dites-moi aujourd'hui, en matière de paye des fonctionnaires, où en sommes-nous? La bancarisation. Mais quand même, on a salué la mesure parce qu'aujourd'hui, au moins, chaque enseignant, chaque fonctionnaire de l'État a son compte bancaire, peut toucher son argent. Monsieur Koyapa, si je vous donne... Hier, ce n'était pas le cas, on ponctionnait un peu l'argent des fonctionnaires. Monsieur Koyapa, si je vous donne aujourd'hui 1000 francs congolais en main, ou si je vous le donne par voie bancaire, ça résout vos problèmes? Non, c'est le même montant. Le problème avec vous, que vous ne voulez pas croire en fait. Le problème avec nous, c'est que nous voyons ce qui est fait, voilà. Nous constatons les problèmes, nous dénonçons les problèmes. Et dans le MLC, nous avons la particularité d'apporter des solutions. Dans le MLC, nous apportons des solutions, nous faisons des propositions. Malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Quand il y a un arsenal qui est déployé pour la communication au niveau du MLC, quand on parle, quand on présente, quand on démontre, qu'est-ce qui arrive à la fin? Un débauchage. On pense qu'en prenant une seule personne du MLC, on a cette intelligence ou ce pouvoir ou ce programme. Laissez-moi vous dire que non. Le MLC est une méga structure qui réfléchit et qui fonctionne à tous les niveaux. Travaillez avec le MLC, laissez le MLC prendre le pouvoir. Je vous mets à défi, vous verrez dans ce pays. Peuple congolais, vous qui me suivez, faites confiance au MLC, faites confiance à Jean-Pierre Bemba, F. Bazaïba et tous les autres. Vous verrez. Déjà, nous avons la possibilité. Lorsque vous avez assumé la vice-présidente de l'économie et finances. Exactement. Les faits sont là. Exactement. Et laissez-moi vous dire que depuis 2015, le MLC a déjà son programme de gouvernement pour les prochaines élections. Il a été travaillé, il est déjà fin prêt. C'est aussi ça les débats. Généralement, les partis politiques, écoutez, nous sommes meilleurs, nous allons développer le pays, mais on n'a jamais débattu sur le programme et de gouvernement. Ce programme existe aujourd'hui au MLC depuis 2015. Moi, je n'ai jamais vu le programme de PPRD, encore moins du PALU, encore moins de l'UDPS, encore moins de l'UNC. Peut-être le MLC, vous en parlez, bien sûr, on va peut-être voir si vous avez ce programme-là. Un jour, on vous invitera un peu pour donner des déclinaisons, même si ce n'est pas pour dévoiler les stratégies. Mais ça, c'est le débat aujourd'hui, dans la démocratie aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas le débat sur les programmes, mais seulement sur les individus. Monsieur Koyapa, pour avoir personnellement travaillé sur ce programme, je vous confirme que ce programme existe. Nous ne ferons pas de campagne électorale en 2018 sur base des t-shirts, sur base des corruptions. Nous amènerons un programme, nous amènerons un discours qui va convaincre et ce discours va nous donner les votes du peuple congolais. C'est très bien dit, mais c'est ça, vous êtes prêts, mais apparemment vous n'êtes pas prêts également pour les élections. La CENI a publié le calendrier électoral, c'est vrai que les jeunes appellent à la mobilisation pour libérer, vous appelez le peuple à libérer les processus électoraux d'ici le 31 décembre 2017, c'est une bonne chose, mais finalement, les calendriers là, pourquoi pas vous mettre seulement au diapason de ces calendriers
vous préparez pour que finalement les dates convenues ou indiquées par Nanga à travers la Commission électorale nationale d'indépendance, et que finalement nous allons les élections et que finalement ceux qui sont meilleurs, vous qui avez le programme, vous le soumettez au peuple et que le peuple vous donne son quitus. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Mais nous ne pouvons pas continuer de tolérer sans réagir. De voir comment est-ce que la CENI, en complicité avec le gouvernement, crée des retards qui maintiennent au pouvoir certaines personnes. Le mandat présidentiel a expiré depuis décembre 2016. Décembre, monsieur. Depuis décembre 2016. Aujourd'hui, nous sommes à presque quelques jours de décembre 2017. Ça fait 1 an de plus. Si nous devons aller en décembre 2018, ça nous fera 2 ans. Et si, au vu des contraintes et difficultés qui ont été mises en lumière par le président de la CENI, nous dépassons encore 2018, vous voyez ce que ça nous fera. Ça nous fera 2 ans et demi, 3 ans de plus de retard parce qu'il n'y a pas organisation des élections. Nous voulons aller aux élections. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi nous réfléchissons. Voilà pourquoi nous contribuons à améliorer le calendrier électoral. De notre technicité, de notre point de vue. Parce que dans le MLC, il y a aussi des experts en organisation des élections qui ont démontré par une déclinaison faite et qui peut être ramenée à tout moment dont vous en avez besoin que nous pouvons aller aux élections d'ici juin 2018. Avant même déjà qu'il y ait ce calendrier, le MLC avait réfléchi et avait démontré, avait communiqué là-dessus qu'au 31 décembre, ça sera court, ça ne sera plus possible, mais d'ici juin 2018, dans moins de 200 jours, c'est encore possible d'aller aux élections. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Que le MLC gagne ou perde ces élections, c'est le problème du MLC. C'est lui qui se prépare pour ces élections, c'est lui qui a un target, qui a un objectif pour ces élections, et ça sera à lui d'apprécier ses résultats après. Mais aujourd'hui, allons aux élections, parce que ces élections-là, nous les demandons, ce n'est pas pour l'intérêt seul du MLC, c'est pour l'intérêt de la République. Nous voulons aller aux élections pour changer de président. Le président Kabila a fait ses 2 mandats, et même encore 5 ans avant les élections. Donc c'est louable, nous le remercions pour tous les travaux, pour tout ce qu'il a fait, pour tous les bénéfices de la République, et nous pensons que nous devons passer le flambeau ou le drapeau à quelqu'un d'autre, un autre Congolais qui va assumer ses responsabilités, et ainsi de suite, la nation va fonctionner. Donc il faut assurer un cycle régulier des élections. Mais c'est bien, mais au-delà de tout, Régis, c'est vrai, vous accusez Nanga de pouvoir jouer le jeu de la majorité, à pouvoir faire glisser Kabila au-delà de son mandat constitutionnel qui a expiré depuis le 19 décembre 2017, c'est vrai, 16 plutôt, mais au-delà de réalité de fait aujourd'hui, la RDC ce n'est pas le Rwanda, c'est encore moins le Congo-Brazzaville. La RDC c'est un continent, 80 fois la Belgique. Si on voit l'immensité de ces pays, 2 345 000 km², avec plus de moins 70 millions d'habitants, avec le problème de routes, d'infrastructures, il faut quand même le reconnaître. Au-delà de tout, c'est une réalité qui se présente à nous maintenant. On ne peut pas le refuser, c'est notre pays, nous savons que nous n'avons pas de route, on n'a pas d'avion, on n'a pas de bateau, on n'a pas, même pas de moyens pour atteindre les coins les plus reculés de la République. Mais au-delà de cette réalité, si on présente des contraintes logistiques, même l'argent également, vous avez suivi Nanga dit qu'il n'y a pas l'argent, il faut au moins $2 millions. Vous avez suivi Nanga et dit qu'il faut encore enrôler les Congolais qui sont au Kassai avec la milice comme ça qui a tout bousillé. Vous avez également les Congolais de l'étranger, de la diaspora qui devaient faire enrôler. Ça, c'est tout à fait constitutionnel, leur droit constitutionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il vous présente ces différentes contraintes, est-ce qu'il ne faut pas donner raison que finalement on peut avoir ces élections en juin, plutôt en décembre 2017, comme il a dit, le 23, naturellement? Réalisme donnant, si ce n'est pas le discours politique. Vous savez, face à un problème, il y a une solution. Ok? Je comprends mal pourquoi le jour où on nous présente le calendrier électoral, on doit plus marteler sur les contraintes et difficultés. Nous sommes là dans le domaine de la communication. On nous montre le calendrier,
on nous met au même moment un peu plus même les difficultés. Ceux qui savent lire entre les lignes comprennent le discours qui a été fait ce jour-là. Je ne vais pas l'interpréter ce soir, malheureusement. Mais laissez-moi vous dire que l'enrôlement au CASA a été prévu qu'il prenne fin au mois de décembre. L'enrôlement des compatriotes de l'étranger, de la diaspora, prendra 3 mois. Pendant qu'on fait cet enrôlement-là, ici au pays, nous pouvons par exemple faire l'annexe de la loi électorale, qui du reste n'est qu'une annexe, et qui du reste ne peut pas nous prendre 14 jours pour être fait. C'est un calcul qui est fait, c'est de la pure arithmétique, nombre de la population, on a le chiffre qui sort. Avec un simple logiciel, on fait des inputs des données et directement on a les résultats en sortie. Okay? Laissez-moi vous dire que pendant qu'on recherche les doublons dans le fichier électoral, l'enrôlement à l'étranger peut continuer. C'est une question de courbe critique. Dans le cours de relations opérationnelles, on a démontré, je crois par le professeur Grant, qu'il y a possibilité de mener plusieurs actions de manière simultanée et que le résultat en sortie ne soit pas faussé. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Il y a manière d'arranger ce calendrier comme ça et arriver au résultat. Et en ce qui concerne maintenant le financement des élections, oui, c'est vrai qu'il y a eu une certaine difficulté de financement auprès de la CENI. Mais auprès des gouvernements, s'il y a la volonté politique, s'il y a ce besoin-là réel de financer les élections, les moyens viendront. Mais aussi la CENI ne peut pas parce que par exemple aujourd'hui, il peut également recevoir des dons, il les lègue, même de l'appui extérieur. Je parle du gouvernement parce que le gouvernement est en train de marteler que l'élection est une question de souveraineté congolaise. Okay? Notre économie aujourd'hui est basée sur les cours des minerais. Les cours des minerais qui du reste aujourd'hui vont un peu mieux qu'il y a quelques mois. Donc si on est basé sur les minerais, ça veut dire qu'aujourd'hui dans les caisses de l'État, nous avons un peu plus de moyens et nous pouvons financer un peu plus les élections. Dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 7 mois, le Premier ministre Badi Banga ait financé plus la CENI qu'en 4 ans du Premier ministre Matata? Est-ce un hasard ou est-ce lui avait plus de moyens que son prédécesseur en 4 ans? C'est une question. C'est une question. Vérifier les allégations de Badi Banga. Si ça les fait. S'il le dit, c'est qu'il peut le démontrer. Et il a même dit qu'il a toutes les données et toutes les preuves pour le démontrer. Ok? Alors, dites-moi aujourd'hui, avec l'appui des bailleurs extérieurs, qui du reste ne nous demandent qu'à organiser les élections, pourquoi sommes-nous en train de traîner les pieds? Parce que ce qui est pour de la question financière, de la question logistique, les moyens vont arriver et cette question va être résolue. Vous pensez que c'est ça résolu? À défaut d'avoir les moyens pour organiser toutes les élections, nous pouvons prioriser l'élection présidentielle. Parce que c'est elle aujourd'hui qui est à la base de la crise politique que nous connaissons au Congo. Mais le gouvernement ou la CENI nous dit, écoutez, on a eu en 2006 des arrêts électoraux. En 2011, on a également eu les arrêts électoraux, très bien entendu les élections urbaines, locales, ainsi de suite. Fait facile, il faut terminer avec cette histoire, il faut enrôler la diaspora, il faut également enrôler, il faut plutôt faire toutes les élections comme les disent, comme vous le dites également. Hein. En 2006, on n'a pas enrôlé la diaspora. Si réellement le besoin est d'organiser les élections, pourquoi devons-nous alourdir le calendrier électoral et générer un peu plus de moyens? Parce que dans le format qui a été celui de 2006 ou de 2011, on se dit on fait les législatives nationales et locales, ça coûterait moins cher que s'il faut aller encore jusqu'aux élections locales. Pourquoi voulons-nous aujourd'hui alourdir ce calendrier électoral, aligner toutes les opérations électorales alors que nous crions aussi haut que nous n'avons pas les moyens d'y aller? C'est ça aussi. Une question un peu très simple. Selon vous, qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait finalement que ce processus électoral puisse être crispé à ces niveaux? Est-ce que c'est un comportement de l'individu ou d'un ensemble d'individus par exemple, vous pensez? C'est l'absence de volonté politique, simplement. Dans le chef de président Nanga ou dans le chef de président de la République ou de la majorité ou du gouvernement? Pas plus tard qu'avant-hier, je crois, si j'ai encore bonne mémoire, j'ai suivi un groupe de jeunes congolais, parce qu'ils sont réellement congolais.
en train de communiquer et de dire que leur candidat aux élections présidentielles, c'est le président Joseph Kabila. Mais comment ils peuvent dire ça comme ça? Sur ce qu'ils basent d'ailleurs? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça sous-entend? Mais ce sont les gens, ce sont leurs avis, hein. Ils sont libres d'exprimer leurs avis. On ne peut pas le leur refuser. Je ne l'ai pas refusé, mais je me demande, qu'est-ce que ça sous-entend? Voulez-vous me dire que tous ces jeunes-là n'ont pas compris la Constitution? Ou que tous ces jeunes-là ont une information que vous et moi n'avons pas en ce moment? Peut-être ils sont manipulés, peut-être. Ne sont-ils pas manipulés? On comprendrait si ça viendrait nous devons aller aux élections. Minakou, qui est le secrétaire général de la majorité, ou de Arimo Vassakane, qui est le secrétaire général du PPRD, ou même du président de la République, mais ce n'est pas le cas. Les jeunes dont je parle sont des très proches des messieurs que vous venez de citer. Donc vous pensez qu'il y a une intention cachée derrière? Je pense que j'ai une information qui m'échappe. Et ça ne vous inquiète pas? Je suis très inquiet de constater ou d'apprendre qu'il y a encore une possibilité de ce type. Parce que dans l'entendement du peuple congolais, de la Constitution et de je sais pas moi, même du monde international, la Constitution est claire sur la question et il n'y a même pas de débat là-dessus. J'espère encore que ce sont des jeunes qui s'inventent un monde et qui prennent leur rêve pour une réalité. Peut-être c'est une réalité pour eux. L'avenir nous dira quoi? Mais finalement, pour terminer avec ces dossiers des élections, avec ces comportements des dirigeants africains généralement qui ne veulent pas quitter le pouvoir alors qu'ils ont fait leur mandat constitutionnel. À l'époque, François Hollande l'a décrié d'ailleurs, mais ça continue. Finalement, comment résoudre ce problème? Il faut qu'on change la classe politique ou on change le système finalement. Vous savez, il y a un musicien congolais, M. Jean Koubal, qui disait tantôt là, au lieu, c'était en lingala, hein, au lieu ya bamba mabulu ya banzela ya ba congolais, to bamba naino mabulu na bongo ya ba congolais. Le problème c'est l'homme. Le problème c'est l'homme. C'est là où nous devons travailler, parce que moi j'ai du mal à comprendre que quelqu'un lise un texte et décide de ne pas le respecter quand ça l'arrange. Et quand aussi ça l'arrange, comme le cas de la Constitution, il travaille exactement. Il a prêté serment exactement. de faire respecter la Constitution. C'est d'elle que je parle. Je comprends mal que quelqu'un vienne donner sa parole devant tout un peuple et 5 mois après, il se dédie. Je comprends mal, ça ne passe pas. C'est pas ça un homme. C'est pas ça. Vous ne croyez pas que ce n'est pas peut-être la faute de Kabila lui-même, peut-être ces gens qui l'entourent, qui le poussent à cette faute, par exemple? Je ne parlerai pas de président de la République en tant qu'individu. Oui. Je sais qu'il est dans un système. Il a une famille politique. Il y a tout un arsenal politique autour de lui. Il y a une famille politique qui veut garder le pouvoir. Et c'est leur droit, parce que nous sommes en politique pour conquérir le pouvoir. Mais ils peuvent aussi le faire en changeant de candidat. C'est tout ce que nous demandons. Mais ce n'est pas le cas, parce que si vous regardez en fait ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait, ou le comportement qu'affiche le président de la République aujourd'hui, c'est l'émanation même des conseils prodigués par ses proches. Bouchab a écrit un ouvrage à ce niveau-là. C'est un constitutionnaliste de son État d'ailleurs, ce qui est grave. Qu'un professeur d'université qui enseigne les droits constitutionnels au niveau de l'université puisse lui-même donner un conseil dans le sens de violer la Constitution de façon permanente. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un parler ce matin de politicien digestif. Oui. D'autres encore parlent de ventriotres au lieu de patriotes. Si un intellectuel se laisse corrompre par les intérêts personnels, c'est ça que ça donne comme résultat. Voilà pourquoi nous, au MLC, nous voulons nous battre pour l'intérêt général. Nous voulons nous battre pour réhabiliter le bien-être, la dignité du peuple congolais, comme le dit le président Jean-Pierre Bemba. C'est ça notre combat. Notre combat aujourd'hui, c'est de réussir à implanter ce binôme qui est démocratie-développement. Développement-démocratie. Okay? Parce que nous nous disons que quand nous réussissons à installer la démocratie dans ce pays, nous aurons cette liberté d'œuvrer, de travailler ensemble, main dans la main. Toutes les intelligences congolaises mises ensemble avec un but précis, nous pouvons arriver à développer ce pays. C'est tout ce qui nous manque, c'est tout ce qu'il nous faut dans ce pays. Lorsque vous regardez la classe politique congolaise actuelle, lorsque vous vous aspiriez à l'époque
de faire de la politique comme vous faites de façon active aujourd'hui, vous regrettez aujourd'hui que vous n'ayez plus de repères en fait? Ça fait partie des grands regrets que nous avons. Ça fait partie aujourd'hui des grandes difficultés de la jeunesse congolaise. Parce qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas un personnage face auquel nous pouvons nous identifier. Nous avons encore, nous, eu la chance d'avoir compris qui était Jean-Pierre Bemba et de le suivre. Mais d'autres encore aujourd'hui qui sont dans certaines difficultés, peut-être pour une vie au quotidien, se laissent appeler par quelques billets de banque. Parce que laissez-moi vous rappeler que Jean-Pierre Bemba n'est pas venu en politique pour de l'argent. Jean-Pierre Bemba est venu en politique par conviction. Il a eu un certain confort en Europe. Il est venu faire la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. C'était pour défendre ce pays. Nous qui le suivons aujourd'hui, nous ne venons pas en politique pour notre intérêt propre. Nous ne sommes ni ventriotres, ni politiciens digestifs. Nous venons parce que nous avons une idée, c'est de libérer le Congo. Et le peuple qui nous suit aujourd'hui, les téléspectateurs qui sont branchés avec nous ce soir, doivent comprendre cela et avoir ce sens à chaque fois de faire cette analyse qui leur permettra de scanner la classe politique et de dissocier le vrai du faux. Parce qu'il y en a plein. Et comment vous voyez la situation socio-économique du pays? Apparemment, tout ne marche pas, rien ne marche. Sur le plan social, sur le plan économique. Sous le plan social, j'ai suivi dernièrement un ministre d'État du gouvernement de Tchibala nous dire que le gouvernement devait être jugé ou évalué sur 3 points. L'organisation des élections, il y avait le social, le 3e point c'était la sécurité. Oui. J'étais un peu surpris de voir un gouvernement d'un pays tel que le Congo n'être évalué que sur 3 points, déjà. Mais partons de ces 3 points, en termes de sécurité, pensez-vous qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo est sécurisée sur ces 2 345 000 km²? Je vous dis que non. À l'Est, il y a encore des bruits de bottes. Comprends au moins comment gère la primature, c'est ça le problème. Laissez-moi vous dire, en termes d'élections, aujourd'hui le gouvernement a-t-il organisé les élections? Là encore, non. Échec, 2 sur 3. Aujourd'hui, en termes de social, dites-moi, qu'est-ce qui est fait de mieux? Qu'est-ce qui est fait de mieux? Les fonctionnaires de l'État ont demandé une seule chose, être payés selon le taux budgétaire. Ça encore, c'est difficile, ça encore, c'est impossible à faire. Mais ça également, c'est de la responsabilité des parlementaires. C'est quoi ce souci? Les parlementaires d'interpeller le gouvernement, c'est ce qui ne s'est pas fait malheureusement. Ils votent un taux budgétaire qui n'a pas été exécuté par le gouvernement. Au Parlement aujourd'hui, pour les partis d'opposition, c'est de faire passer leur action, que ça aboutisse. Parce que comme vous le savez, à chaque moment qu'il y a un débat qui est lancé, à chaque moment qu'il y a une action qui tend vers la réussite, problème, sous l'ère Obeminaku. Nous avons des difficultés, il y a des motions, je ne sais pas moi, incidentielles qui interviennent, qui viennent pour casser l'action des députés. Alors que dans ces fonctionnaires que nous défendons, il y a des frères et sœurs, des membres et de l'opposition et du pouvoir. Ne pensons pas qu'à notre intérêt personnel. Ce n'est pas parce que, M. Koyapa, vous avez eu votre pain ce matin que vous oublierez que vous avez une tante ou un oncle, je ne sais pas moi, à Bomboma par exemple. Soyons congolais, soyons patriotes, battons-nous pour l'intérêt général. Régis Kassoma, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot pour les Congolais, Congolaises et Congolais qui vous regardent maintenant. Surtout, vous savez que c'est difficile d'être Congolais maintenant. On traverse une période très difficile, en tout cas, à moins que vous ne soyez pas des sectaires, des hommes, pour ne pas le reconnaître. Mais que nous soyons de la majorité de l'opposition, nous souffrons dans notre chair pour le Congo, pour les générations futures. Est-ce qu'il y a un espoir aujourd'hui? Un mot. Chers compatriotes congolaises et congolaises, vous qui me suivez, le message aujourd'hui que je passe moi en tant que jeune Congolais, c'est le message d'espoir. C'est que j'ai toujours cru qu'à un certain moment, toutes les forces mises ensemble, toutes les intelligences, regardant vers un seul objectif, nous pouvons arriver à développer ce Congo. Les difficultés sont énormes, mais c'est vrai que nous pouvons arriver à développer le pays. À tous les jeunes Congolais,
Demain, c'est le 15 novembre. Tous ceux qui ont le temps, tous ceux qui sont disponibles, allez revendiquer de manière pacifique pour la libération du calendrier, du processus électoral en RDC. Et nous nous battons chaque jour qui passe pour réhabiliter la dignité du peuple congolais. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci Régis Kosoma, c'est avec lui que nous avons, mesdames et messieurs, nous sommes entretenus sur les questions d'actualité politique. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis, vos questions et suggestions et pourquoi pas également vos préoccupations. N'hésitez pas à nous le faire parvenir à travers le numéro affiché au bas de votre petit écran. Également à tous ceux qui nous suivent également sur la chaîne YouTube, également sur nos différentes pages Facebook. N'hésitez pas également à nous écrire, pourquoi pas, et nous aurons le temps de répondre et surtout d'inviter, pourquoi pas s'il le faudra, l'inviter pour répondre à vos différentes préoccupations. Grand merci à nos Congolais de l'étranger, partout dans le monde, également de Congo-Brazzaville ici à Kinshasa, le Congo, notre capitale de la RDC, notre chère patrie. Grand merci à Guy Poutou qui était la technique, qui a coordonné. Merci Mia, à tous les caméramans. Merci à votre contribution technique. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre magazine Entretien. Portez-vous bien et surtout, excellente soirée à tous.